Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, les hommages et les tables rondes ont suscité tout à la fois émotion et réflexion ce matin, et les travaux se prolongeront cet après-midi. Je crains d'ailleurs que l'heure appelle moins aux nourritures intellectuelles qu'aux nourritures terrestres, ce qui m'engage à un propos ramassé. Mais nous venons de le vivre, et comme vous le savez, l'annonce d'un propos court annonce souvent des longueurs superflues. Je commencerai bien sûr par féliciter de vive voix, devant vous, les lauréats, le lauréat. Je ne peux pas déranger le pluriel, c'est le singulier qu'il nous faut pour féliciter le lauréat de cette 31e journée du livre politique. En vous attribuant tout à la fois le prix des députés et le prix du livre politique, les jurys, je n'en doute pas, ont souhaité récompenser votre travail, mais aussi et sans doute s'associer à vos alertes. Pour moi, vos livres sonnent comme des messages à la fois de ralliement et d'alarme. D'autres diraient, s'ils maniaient le paradoxe, que vous sonnez le tocsin. Comme un écho, le thème de cette journée actualise la devise de la Première République, qui était une unité, indivisibilité de la République, et l'ajout que lui apportèrent les Jacobins, liberté, égalité, fraternité ou la mort, en traduit plus nettement encore l'urgence et l'intensité. Et ce n'étaient pas des formules en l'air, ni même des vues de l'esprit. C'est sur le champ de bataille, au lendemain de la victoire de Valmy, que la République gagne la légitimité à abolir la monarchie, à installer la Première République le 21 septembre 1792. Et la France, que la Convention dote de ce nouveau régime, n'est encore que l'agrégat hétéroclite de provinces, de bailliages et sénéchaussées, les uns et les autres défendant, selon Sieyès, leur esprit de corps, leurs privilèges, leurs prétentions, leurs jalousies. Toujours dans les termes de Sieyès, la République doit alors, pour se maintenir, construire, je cite, « un grand peuple régi par les mêmes lois et dans les mêmes formes d'administration ». C'était il y a 230 ans. La République s'affirmait donc une et indivisible à un moment où le pays était morcelé au point qu'un Provençal ne comprenait pas un Breton et où les monarchies européennes, augmentées des émigrés, s'étaient coalisées pour la faire tomber. Je ne rappelle ce point de départ que pour remarquer que nous en avons gardé, je crois, sur l'unité de notre pays, de notre République, de notre nation, un sentiment d'urgence, d'inquiétude et donc de vigilance. L'attachement à notre unité s'exprime parfois positivement dans les moments de concorde, car nous en connaissons. J'allais dire Dieu soit loué. Il peut aussi s'exprimer négativement lorsque nous ressentons et lorsque nous vivons l'expression de la différence entre nous comme une déchirure. Cher Richard Malka, votre expression consistant à nous donner le droit d'emmerder, y compris Dieu, a récemment fait florès, y compris dans les bouches les plus élevées de la République. Pour ma part, j'évite que retentissent dans l'hémicycle de notre Assemblée nationale des variations de cet héritage sémantique de Cambronne. Mais l'on voit bien tout de même la difficulté, et j'allais dire, pour être à la page, l'emmerdement, qu'il y a à essayer d'entrer paisiblement et rationnellement, et de préférence, avec nuance et humanité, dans le débat qui ferait ou qui voudrait que s'opposent indéfiniment la loi et la foi. Comment garder ce courage de la nuance chère à Jean Birnbaum, cet esprit de tolérance quand nous envahissent la révolte, la colère, le dégoût face à des menaces, des violences, des actes terroristes même qui s'affichent comme des actes de foi. Comment, avec la souffrance et la peur infligées à des victimes et à tous les citoyens, garder, si j'ose dire, la vigilance tranquille et la République heureuse.
L'histoire nous apprend que l'humanisme qui nous habite peut éviter à notre République démocratique les pièges où voudraient nous attirer par la terreur, les idéologies totalisantes et univoques, ou encore aussi certains débats importés et équivoques qui ne recoupent pas les réalités françaises d'aujourd'hui. En tout lieu et en tout instant, parce que le pluralisme est un sport de combat, aussi vrai que la nuance n'est pas une danse de salon, permettez-moi de vous dire pour l'anecdote combien je suis moi-même surpris de parfois passer dans ma région d'élection, la Bretagne, pour un affreux jacobin, tandis qu'il m'arrive plus qu'à mon tour d'être compris à Paris comme un dangereux régionaliste. Et sans convoquer Dieu ou l'idée que l'on s'en fait, j'en déduis qu'en tout cas, nul en effet n'est prophète en son pays. L'histoire de la République est longue, et ce fut par un patient exercice d'assouplissement du modèle jacobin que la République s'est enracinée en prenant appui aussi sur des particularités locales. Le paradoxe d'une liberté née dans l'adhésion obligatoire a trouvé progressivement sa résolution en laissant chaque génération trouver les accommodements adéquats avec ses conditions historiques propres. À la vérité, je vous en fais la confidence, c'est dans l'œuvre, l'histoire et la personnalité même de Mona Ozouf que j'aime notre composition française. Mona Ozouf résume bien cette tension dans les définitions antithétiques que Julien Menda d'une part et Alfred Thibaudet d'autre part donnent de l'unité nationale. Je la cite. La France de Menda est un produit de la raison, non de l'histoire. Une nation dont la simplicité puissante, obtenue par l'éradication des différences, unit toutes les communautés sous les plis du drapeau. La France est alors la diversité vaincue. De l'autre côté, pour Thibaudet, la France, ni civique ni politique, est concrète et non abstraite, profuse et non pas simple, faite de l'épaisseur vivante de ses terroirs, de ses paysages, de ses villages, de ses langues, des mille façons de vivre et de mourir. La France, cette fois, c'est la diversité revendiquée. Le temps a montré que la République pouvait fort bien admettre des statuts spéciaux là où l'histoire et la géographie le justifiaient. L'expérimentation sur une base locale est devenue un droit même. Les métropoles sont organisées sur une autre base que les petites communes et les outre-mer ont obtenu la reconnaissance de leur spécificité. Le concordat reste en vigueur en Alsace-Moselle. La Corse a une assemblée et non un conseil régional, sans pour autant que le pacte social se trouve rompu, puisque ces aménagements réalistes sont prévus et précisément encadrés par la loi. La République n'est pas qu'une idée, c'est aussi un être temporel, historique, qui peut changer de forme sans se renier. Nous pouvons, nous devons même affirmer l'unité de la République tout en modifiant profondément la loi fondamentale qu'est sa Constitution. Depuis 2 siècles, la République a connu bien des organisations présidentielles ou parlementaires, oscillant entre la pensée libérale des droits et celle plus autoritaire des droits collectifs et des devoirs collectifs. La République est finalement une synthèse, somme toute, très agile entre l'idéal et le réel, ce qui explique d'ailleurs pour moi sa réjouissante longévité. L'indivisibilité n'est donc pas l'uniformité et notre République doit rester évidemment unie dans sa diversité. Mais plus encore, je voudrais souligner que notre diversité peut aussi être la source de notre puissance collective. C'est ainsi que j'interprète l'intuition qui fit déclarer au président Mitterrand en juillet 1981 « La France a besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Dans la parole de François Mitterrand, j'entends aussi une alarme. La République peut en effet s'affaiblir si dans notre passion de l'unité, nous la transformons à tout bout de champ et opposons des arguments d'autorité contre la diversité et le pluralisme, tout comme d'ailleurs
elle s'étiolerait à céder à la tyrannie de minorités plus ou moins organisées, mais puissamment relayées. La République, c'est la loi. Et sans modestie, je m'en tiendrai donc à la définition selon laquelle la République est une et indivisible dans la mesure où la loi qui s'impose à tous ne peut être que l'expression des représentants du peuple souverain ou le résultat d'un référendum démocratique. Et que cette loi, adoptée démocratiquement, répond à l'invitation d'Albert Camus de ne pas être la seule loi de la majorité, mais aussi la protection de la minorité. Dans les travées de l'hémicycle s'exerce tous les jours cette articulation du local et du national, du particulier et du général, du passé et de l'avenir, de l'idéologie et du pragmatisme. Depuis des décennies, l'activité parlementaire l'atteste. Oui, on peut défendre l'unité de la République sans nostalgie, sans chérir les petites vertus supposées du centralisme, fût-il démocratique, sans que, à l'inverse, tout particularisme ne vienne justifier l'exception à la règle commune. L'unité de la République, c'est d'être passionnément attaché à l'universel et de se battre tous les jours pour que le droit absolu des citoyens à s'affranchir du passé, à inventer leur propre chemin d'avenir, soit toujours vivant. Et s'il devait exister un prix posthume du livre politique, j'aurais milité pour l'attribuer au rapport numéro 2302 de la 8e législature, fait au nom de la commission relative à la séparation de l'Église et de l'État et présenté par Aristide Briand et que votre serviteur vient de faire rééditer. Il a non seulement posé un acte fondamental dans l'équilibre républicain, mais il a montré que la culture, le dialogue, la discussion et l'esprit de nuance peuvent produire des miracles, comme celui de faire vivre ensemble ceux qui emmerdent Dieu et ceux qui l'encensent, ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Finalement, en République, on peut être sans foi, mais pas sans loi, et les sans foi ni loi sont sans doute les enfants perdus du bon Dieu, autant que les orphelins de la République.